Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, le but est de comprendre la théorie par rapport à l'ANOVA 2. Donc, pour cela, aujourd'hui, nous allons utiliser comme variable dépendante le score obtenu au BDI avant intervention. Donc, pour rappel, le BDI, c'est le Back Depression Inventory. Donc, c'est un score obtenu sur un questionnaire par rapport à la dépression. Au plus le score est élevé, au plus la personne est dépressive. Ça, c'est donc notre variable dépendante, celle qui nous intéresse, celle qu'on essaye de prédire, de comprendre. Et pour voir ce qui l'influence, nous allons voir les effets du genre, qui est donc une variable qualitative à deux niveaux, homme ou femme, et les antécédents de la dépression. Donc, c'est-à-dire, est-ce que la personne connaît des gens qui ont déjà eu une dépression dans son entourage? Les trois réponses étant non personne, oui dans mon entourage élargi et oui parmi mes proches. Voilà donc ici nos variables. Donc nous sommes bien dans une ANOVA et une ANOVA 2. Pourquoi? Parce que nous avons une variable dépendante quantitative et que nos VI sont qualitatives, toutes les deux. Pour rappel, c'est bien le test à faire lorsque l'on se retrouve avec une VD quanti et une ou plusieurs VI qualitatives. Bien, alors nous allons commencer. Donc, j'explique comment faire une ANOVA sur SPSS dans une autre vidéo. Donc ici, je vais rapidement dessus sans expliquer. Ah oui, non. Donc j'avais déjà tout coché, c'est bien. Parfait. Alors, ici nous avons donc les facteurs intersujets. Donc pour rappel, ce sont les VI. Nous avons deux VI, le genre et s'il y a déjà eu des antécédents de dépression dans l'entourage. Le genre, il y a deux catégories hommes-femmes. Ici, on a un design balancé au niveau du genre, dans le sens où on a autant d'hommes que de femmes. Par contre, il n'est pas balancé ici, parce que nous avons à chaque fois un nombre différent de personnes qui rentrent dans chaque catégorie. Bon, ça n'a que peu d'importance, mais c'est vraiment juste une question de vocabulaire. Et donc là, pour cette VI-là, donc les antécédents, on a trois catégories. Donc c'est une VI à trois catégories. Non personne, où il y a 9 personnes dedans. Oui, dans mon entourage élargi, il y a 25 personnes. Et oui, parmi mes proches, où 16 personnes sont concernées. Donc ça, ce sont mes deux VI. Donc, alors les descriptives, bon, ça c'est pas super important, mais j'aime bien toujours les avoir. Donc pour rappel, lorsqu'on fait une ANOVA, la première chose à faire, c'est de vérifier si les conditions d'application sont vérifiées. Donc, les conditions d'application pour l'ANOVA, il y en a 3. L'indépendance des données, mais qui a priori ne pose jamais problème, parce que si vous avez des données pairées, il faut faire une ANOVA pour mesure répétée. Donc ici, on est bien dans des données indépendantes. Du coup, première condition d'application vérifiée. La deuxième, c'est le test d'homogénéité des variances qu'on mesure avec le test de Levené. Donc nos variances doivent être homogènes. Donc tout ça, de nouveau, j'explique dans l'ANOVA 1. Donc si c'est pas clair pour vous, allez voir la vidéo. Donc ici, le test est significatif. Ça signifie quoi? Ça veut dire que mes variances sont hétérogènes. Donc la condition d'application n'est pas vérifiée. Ici, j'ai un problème d'homogénéité des variances. Je ne peux pas continuer l'ANOVA telle quelle. Je vais également voir ce qu'il en est pour la dernière condition d'application, qui est la normalité des résidus. Là, je vois sur mon QQplot que les données, c'est pas top. C'est vraiment pas top. On a un peu une forme un peu asymétrique ici. Du coup, là, typiquement, on a un petit souci. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un problème tant de normalité des résidus que d'homogénéité des variances. Du coup, là, ce que je vais tenter, c'est une transformation sur la variable dépendante et une transformation en log 10. Donc ça, si vous ne savez pas pourquoi je le fais, je vous propose d'aller voir ma vidéo sur que faire lorsque les conditions d'application ne sont pas respectées. Donc ici, voilà, j'ai créé ma variable log 10, qui est donc... le score obtenu au BDI en log 10. Alors, je vais donc refaire mon ANOVA maintenant avec cette variable. Donc, ma VD transformée en log 10. Tout avait été coché, donc normalement, tout ça c'est bon.
Et là, je vois qu'au niveau du test de Levené, qui était significatif avant, il ne l'est plus maintenant. Donc ma transformation en log 10 a permis de stabiliser la variance. On a maintenant des variances homogènes, donc la condition d'application est respectée. Et enfin, concernant le QQ-plot, nous voyons que les résidus sont déjà beaucoup plus normaux qu'avant. C'est pas idéal, c'est pas parfait, mais comparé à ce qu'on avait, c'est déjà bien. Donc ça veut dire que ma transformation en log 10 a porté ses fruits, qu'elle m'a permis à la fois de stabiliser la variance et de normaliser les résidus. Du coup, je vais continuer mon ANOVA avec la transformation, la variable transformée en log 10. Alors, donc première étape de l'ANOVA, c'est fait. Donc vous voyez que c'est exactement la même étape que pour l'ANOVA 1. Donc le fait que ce soit l'ANOVA 2 ne change rien. En revanche, ce qui change, c'est essentiellement ici. Donc l'ANOVA, donc la deuxième étape, c'est l'interprétation de l'ANOVA et de la taille de l'effet si on l'a. Alors, ici, notre variable dépendante est bel et bien le BDI, mais en log 10. Et je vois que ici, j'ai trois hypothèses. J'ai l'hypothèse du genre. Est-ce que le genre a un impact sur le BDI, le score au BDI? Est-ce que le fait de connaître des gens en dépression autour de soi a un impact sur le score obtenu au BDI? Et est-ce qu'il y a une interaction entre ces deux variables? Donc l'ANOVA a ceci de particulier qu'elle ne teste pas que ce qu'on appelle les effets principaux. Donc un effet principal, c'est quoi? C'est l'effet d'une variable sur une autre, donc l'effet d'une VI sur une VD. Le mot effet principal ne s'applique uniquement que dans les ANOVA. On ne va pas parler d'effet principal pour une régression, par exemple. Donc attention, ici on est dans du langage spécifique. Donc les ANOVA ont la spécificité de tester à la fois les effets principaux, donc l'effet de tel VI sur la VD, mais également les interactions. Donc, ici, petit récap, ou alors donc pour une ANOVA 2, en fait on a trois hypothèses. On a l'effet principal de la VI 1, qui est donc le genre. Est-ce que le genre a un impact sur le BDI? Effet principal de la VI2, est-ce que les antécédents ont un impact sur le score au BDI? Et une interaction entre VI1 et VI2, donc entre le genre et les antécédents. Donc, trois hypothèses, ça veut dire quoi? Ça veut dire trois tests, donc 3 p-valeurs à vérifier. Et alors, on parle ici d'une ANOVA 2x3. Pourquoi? Parce que la première VI est composée de 2 niveaux. Genre, c'est le genre, homme-femme. Il y a 2 catégories dans la variable genre. Et la deuxième VI est comparée de 3 niveaux. C'est est-ce que je connais quelqu'un de dépressif? Non, personne. Oui, dans mon entourage élargi. Et oui, dans mon entourage proche. Donc, ici, généralement, à la place de parler... Voilà, nous, en cours, on parle de ANOVA 2 parce que, du coup, c'est plus clair qu'il y a 2 VI. Mais lorsqu'un chercheur publie ses résultats, il ne va jamais dire qu'il a fait une ANOVA 2. Il va directement préciser, donc ici, il dirait qu'il a fait une ANOVA 2x3, parce que vu qu'il y a 2 chiffres, ça veut dire que c'est une ANOVA 2, donc une ANOVA avec 2 VI. Et vu les chiffres indiqués, on sait que dans la première VI, il y a 2 catégories, et dans la deuxième VI, il y a 3 catégories. Si je faisais une ANOVA 3, en rajoutant une autre variable, par exemple le degré, le statut socio-économique, faible, moyen, élevé, eh bien ce serait une ANOVA 2 x 3 x 3. Ou alors 3 x 2 x 3, ou 3 x 3 x 2, enfin vous notez comme vous voulez, mais c'est égal. Simplement, c'est un langage extrêmement simpliste pour pouvoir directement comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc ici on est bien dans une ANOVA 2 x 3, avec 3 hypothèses. À partir du moment où on est dans une ANOVA 2, il y a d'office 3 hypothèses. Alors revenons à l'ANOVA en question. Donc nous avons nos 3 lignes ici. Nos 3 p-valeurs sont là. Nous voyons que le genre est significatif. Donc le genre a un impact significatif sur le score obtenu au BDI. Donc hommes et femmes ne sont pas égaux face à la dépression. Les antécédents de dépression est également significatif, donc notre deuxième VI est vérifié, est validé. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que connaître quelqu'un ou non a un impact sur le score que l'on a au BDI.
Et l'interaction est pas loin d'être significative, mais elle ne l'est pas. Du coup, on ne la prendra pas en compte. Donc là, sur mon ANOVA 2, en fait, j'ai deux effets principaux qui sont significatifs et l'interaction n'est pas significative. Alors, on voit quand même que ce sont des pourcentages assez importants, à savoir que le genre 22,6% de la variance du score obtenu au BDI est expliqué par le genre. C'est énorme. 21,8% de la variance du score obtenu au BDI est expliqué par le fait d'avoir des gens autour de soi qui ont une dépression ou non. Donc ça aussi, c'est quand même assez énorme. Et donc, l'interaction, elle n'est pas significative, donc on ne va pas s'en occuper. Par contre, si vous vous souvenez, dans l'ANOVA 1, je vous avais expliqué que la VI, c'était la variance expliquée, l'erreur, c'était la variance résiduelle, et que ici, on avait, dans le total corrigé, on avait la variance totale. Alors, la même théorie s'applique à l'ANOVA 2, à savoir que donc, ma VD, c'est ma variance totale, c'est mon 100%. J'essaye de prédire la dépression. La dépression, c'est quelque chose d'énorme qui est influencé par des milliers de facteurs. Moi, j'essaye de voir un petit peu qu'est-ce qui rentre en ligne de compte et quelle taille est-ce que chaque VI a. Donc, mon pourcentage total, ma variance totale, c'est donc la variance des scores au BDI. Et la variance totale se divise en deux, si vous vous souvenez bien. Il y a la variance expliquée par mon modèle. Mon modèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire mes VI. Donc ça, tout ça ensemble, c'est ma variance expliquée. Et forcément, ce que je n'explique pas, ce que je n'arrive pas à expliquer, ce que mon modèle n'arrive pas à expliquer, et forcément, il y aura toujours bien quelque chose qu'il n'arrivera pas à expliquer, on n'expliquera jamais à 100%, c'est l'erreur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les autres VI que je n'ai pas pris en compte et que j'aurais dû prendre en compte, des VI qui sont importantes, etc., etc. Et en fait, si vous voulez, donc ça c'est la variance. Ça, ce chiffre-là, si vous faites la somme de l'erreur et des 3 ici, vous obtenez le 7 ici. Donc, l'erreur plus ma variance expliquée qui est décomposée en 3 ici est égale à ma variance totale. Variance expliquée, variance résiduelle, variance totale. Alors moi, j'aimerais bien savoir, donc j'ai les états carrés, les tailles de l'effet pour chaque VI, mais moi j'aimerais bien savoir, vu que ces deux-là sont significatives, mon modèle finalement, qui prend en compte ces deux VI-là, quel est le pourcentage qu'il arrive à expliquer? Si vous me faites ça plus ça, c'est une grave erreur. C'est tentant, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Pour ça, on a plutôt, en fait, si vous voulez, ici le modèle corrigé. Donc le modèle corrigé, votre modèle, c'est quoi? C'est votre modèle dans lequel vous avez mis certaines VI. Donc mon modèle ici, composé du genre et des antécédents, et donc forcément de l'interaction, explique au total 38,2% de la variance du score obtenu au BDI. Donc vous voyez bien que c'est pas ça plus ça, parce que ça aurait donné 40. Et là, on est à 38. C'est presque ça, mais ce n'est pas exactement ça. Du coup, ce chiffre-là, il est également important. Ce chiffre-là, on ne l'a pas dans l'ANOVA 1, parce qu'on n'a qu'une seule VI. Du coup, on regarde que le état carré de la VI, vu que le modèle, c'est la VI. Ici, le modèle, c'est 2 VI plus l'interaction. Et du coup, cet état carré-là est important pour pouvoir justement savoir à quel point mon modèle explique la variance de ma VD. Voilà. Donc, ici, il y a 4 états carrés à analyser. Les deux effets principaux, l'interaction, qui ici n'est pas significative, donc on ne la regarde pas, mais si elle avait été significative, on l'aurait naturellement regardée. Et enfin, mon modèle corrigé qui me dit donc finalement ma variance expliquée, mon modèle explique tout ça. Donc ici, je vous ai fait un petit schéma pour que vous compreniez mieux. Donc la taille de l'effet, pour rappel, j'avais expliqué ça à l'ANOVA 1, j'avais fait un schéma similaire. Où donc ici, mon rectangle représente 100% de ma variance par rapport au score obtenu au BDI. Le rond gris représente la variance expliquée par le genre, donc c'est mes 22%. Le rond orange représente la variance expliquée par les antécédents, donc qui vient un petit peu expliquer un petit peu plus. Naturellement, on explique mieux que si on n'avait qu'une seule VI. Là, on en a 2 significatives. Et alors, si vous voulez, là, ici,
là où la VI1 et la VI2 se rencontrent, ici l'interstice, c'est l'interaction, qui pour rappel ici n'est pas significative, mais qui pourrait l'être. Donc ici il y a l'effet d'interaction qui est ici, pas significatif, et alors forcément le restant du rectangle c'est la variance résiduelle. De nouveau on n'explique pas tout. Si mon modèle explique, donc mon modèle c'est ça, c'est la VI1, la VI2 et l'interaction ici non significative. Donc si mon modèle explique 38% de la variance, ça signifie que 62% de la variance n'est pas expliquée, et donc j'ai 62% de variance résiduelle de mon rectangle qui n'est pas comblé. Voilà pour la taille de l'effet dans une ANOVA 2 qui est un peu particulière par rapport à l'ANOVA 1. Donc ça c'est la deuxième étape de l'ANOVA, qui n'est pas beaucoup plus compliquée, il faut juste arriver à s'en sortir au niveau des effets principaux et de l'interaction, et donc au niveau des états carrés, et avoir le réflexe de regarder celui du modèle corrigé qui nous apporte une information précieuse. Deuxième étape validée. Alors la troisième étape, pour rappel, c'est quoi? C'est les tests post-hoc. Je sais que certaines VI sont significatives. J'aimerais bien savoir en quoi elles sont significatives et donc en savoir un petit peu plus. Quels sont les groupes qui diffèrent les uns des autres? Alors, bon, pour le genre, j'ai demandé un test post-hoc, mais c'est très bête, enfin je le fais automatiquement, je ne réfléchis même plus. Mais SPSS me l'a gentiment fait remarquer. Les tests post-hoc ne sont pas calculés pour le genre parce qu'il il y a moins de 3 groupes, donc il n'y en a que 2. Je vous avais dit, à partir du moment où il n'y a que 2 groupes, pas la peine de faire des tests post-hoc. Si on sait que la variable genre est significative, ce qui est le cas ici, il me suffit de regarder les moyennes. Les moyennes, je vois que, alors pour rappel, la variable dépendante a été transformée en log 10, donc c'est pas les vraies moyennes ça. Donc je vois que les femmes ont une moyenne, donc les femmes sont ici, les femmes ont une moyenne de 0,9268 au score OBDI transformé en log 10, et les hommes ont une moyenne de 0,6255, donc OBDI transformé en log 10. Donc, pas besoin de test post-hoc, je peux conclure que les femmes ont un taux de dépression significativement plus élevé que les hommes. Voilà, ça c'est la conclusion de ma première VI significative. J'ai encore ceci dont je dois parler, donc les antécédents de la dépression. Là par contre on a 3 groupes, du coup vu que c'est significatif et qu'on a 3 groupes, je dois faire un test post-hoc. J'ai donc décidé de prendre le Bonferroni car c'est le plus conservateur. Et alors là je regarde un petit peu ce qui se passe. Je vois que ici c'est significatif et ici c'est significatif. On va plutôt regarder directement ici parce que là on reprend les deux, parce que pour rappel il y a 2 fois la même chose. Donc non personne versus oui parmi mes proches, il est ici oui parmi mes proches, non personne. Et pareil ici. Donc les différences significatives sont entre oui parmi mes proches et non personne, et oui parmi mes proches, oui dans mon entourage élargi. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de ne connaître personne de dépressif dans son entourage ou de connaître quelqu'un mais dans un entourage élargi ce n'est pas différent. Ça ne va pas avoir une influence, il n'y a pas d'influence différente sur le score BDI. Par contre, là où ça va avoir une différence, c'est lorsque on connaît quelqu'un de dépressif parmi nos proches. Là, je vois ici que, donc ça c'est la différence de moyenne entre I et J, je vois que les deux différences sont positives. Autrement dit, le score de BDI, donc de dépression, est plus élevé pour oui parmi mes proches que pour les 2 autres catégories. Je peux aller voir les moyennes, mais bon, voilà, comme ça je n'ai qu'un seul tableau à utiliser. Parce que si on fait ça moins ça, on obtient un score positif, et si on fait ça moins ça, on obtient un score positif également. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette moyenne-ci est plus élevée que celle-ci, et cette moyenne-ci est plus élevée que celle-ci. On sait que ces différences observées sont significatives. Du coup, quelqu'un qui connaît parmi ses proches un dépressif ou quelqu'un qui a déjà fait une dépression a tendance à avoir lui-même un score de dépression beaucoup plus élevé, un score moyen de dépression beaucoup plus élevé que ceux qui ne connaissent personne de dépressif ou ceux qui ont connu ou connaissent quelqu'un de dépressif mais dans leur entourage élargi. Voilà ce que Bonferroni nous révèle ici. Donc, la seule différence qui existe dans mes groupes, c'est entre oui parmi mes proches et les 2 autres catégories.
Que l'on connaisse personne ou quelqu'un dans l'entourage élargi, il n'y a aucune différence sur le score de dépression du participant. Voilà pour ma deuxième VI, donc validée. Donc le genre, je sais ce qui se passe. Les femmes sont en moyenne plus dépressives que les hommes. Les antécédents de dépression, je sais ce qui se passe aussi. Quand on connaît quelqu'un dans son entourage proche de dépressif ou ayant été dépressif, on a plus de chances d'être soi-même, d'avoir des hauts scores de dépression que lorsqu'on ne connaît personne ou que lorsqu'on connaît quelqu'un mais dans un entourage élargi. L'interaction n'est pas significative ici, dans ce cas-ci, mais il faut qu'on en parle parce que c'est là généralement que les étudiants bloquent un petit peu. Alors, pour les interactions, moi j'aime bien demander ce genre de graphes. Bon, de nouveau, ici, ça ne sert à rien de les interpréter, vu qu'ils ne sont pas significatifs. Mais sachez-le, donc, dès que vous voyez des graphes comme ça, c'est vraiment purement dans le but d'interpréter les interactions entre VI. Sur base de ces graphiques-là, on peut aussi plus ou moins définir s'il y a des effets principaux ou pas. Mais bon, les effets principaux, généralement, on les voit sur base de la nova. Par contre, l'interaction, quand elle est significative, il faut arriver à l'interpréter. Et pour l'interpréter, il nous faut un graphique. Donc, effets principaux significatifs, on fait les tests post-hoc. Interaction significative, on regarde ce qui se passe dans les graphes. Alors, je vous ai fait plusieurs graphes pour justement expliquer ce qu'il se passe et qu'est-ce qu'on peut déduire de ces graphes-ci. J'ai pris ici un autre contexte où notre VD, c'est la satisfaction conjugale. Au plus le score est élevé, au plus la personne est satisfaite de son couple. J'ai pris deux VI, le sexe et la catégorie d'âge, à deux niveaux pour vraiment avoir le strict minimum de groupe. Donc là, on est dans une ANOVA 2 x 2. 2 catégories dans le genre et 2 catégories dans l'âge. Nous pouvons avoir plusieurs possibilités dans les graphiques. Donc j'en ai fait 6 comme je vous disais. On va vraiment les revoir chacun en revue. Alors, en rouge, on a donc les moyennes des femmes de la catégorie âgée et la moyenne des hommes de la catégorie âgée. En vert, on a la moyenne des femmes en catégorie jeune et la moyenne des hommes en catégorie jeune. Donc on a en fait 4 groupes qui sont reliés par un trait pour voir la continuité, pour voir l'évolution, mais en fait ici il n'y a rien. En fait, si vous voulez, c'est 4 points. Femme âgée, femme jeune, homme âgé, homme jeune. Ça, c'est mes 4 moyennes de satisfaction conjugale donc. Alors, le graphique, normalement, c'est juste les 2 lignes. Moi, je vous ai rajouté des petits points ici pour que vous puissiez comprendre. En fait, sur base de ce graphique, on peut déterminer s'il y a un effet principal de l'âge, s'il y a un effet principal du genre et s'il y a une interaction. Comment est-ce qu'on fait ça? Prenons d'abord l'effet principal du genre. Donc, le genre, c'est homme-femme. J'ai 2 catégories homme-femme. Or, ici, sur mon graphique, on représente 4 moyennes. Donc, comment est-ce que je fais pour savoir si, sur base de ce graphique, si on a un effet principal du genre, ou en tout cas si on peut supposer un effet principal du genre. Parce que je rappelle que pour savoir si on a un effet principal, il faut regarder la p-valeur. Mais de manière purement graphique, qu'est-ce qu'on peut conclure? Alors, la moyenne des femmes, elle est là. Elle est à 2 endroits différents. Elle est ici pour les femmes âgées, qui sont plus satisfaites que les femmes jeunes. Mais moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir l'âge. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la moyenne des femmes. Et du coup, c'est pour ça que j'ai tracé un petit point ici, qui, de nouveau, c'est vraiment au pif, c'est approximatif, mais voilà plus ou moins où se situerait la moyenne des femmes, indépendamment de leur âge. Parce que moi, leur âge ne m'intéresse pas ici. Je veux savoir si le sexe a un effet, et donc pour ça, forcément, l'âge ne m'intéresse pas. Donc voilà plus ou moins la moyenne des femmes. Je fais la même chose pour les hommes. J'ai ici la moyenne des hommes jeunes et la moyenne des hommes âgés, mais de nouveau, l'âge ne m'intéresse pas. Et du coup, j'en déduis que la moyenne des hommes est quelque part entre les 2 moyennes ici. Et donc là, je vois que la moyenne des hommes et la moyenne des femmes, elle est au même endroit sur l'axe des X. Enfin, des Y, pardon. Pas des X. Sur l'axe des Y. Donc la satisfaction conjugale est la même. Dans ce graphique-ci, a priori, je n'ai pas d'effet principal du genre. Le genre n'a pas d'impact sur la satisfaction conjugale. Ça, c'est le premier effet principal, donc non significatif. On peut supposer non significatif. Deuxième effet principal, est-ce que l'âge, la catégorie d'âge, a un impact
sur la satisfaction conjugale. Alors, même problème, moi ici, je m'intéresse aux personnes âgées et j'ai des femmes âgées et des hommes âgés. Et ici, j'ai des femmes jeunes et des hommes jeunes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est où est la moyenne des personnes âgées et où est la moyenne des personnes jeunes. Du coup, au milieu de mon trait, je mets mon petit point et là, j'ai plus ou moins la moyenne des personnes de la catégorie âgée et la moyenne des personnes de la catégorie jeune. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la moyenne des personnes âgées est quand même bien plus élevée sur l'axe des Y, sur la satisfaction conjugale, que la moyenne des jeunes. J'en conclus quoi? J'en conclus qu'ici, on a un effet principal de l'âge, où la catégorie d'âge à laquelle on appartient va avoir un effet significatif sur la satisfaction conjugale. Autrement dit, les personnes dans la catégorie âgée sont significativement plus satisfaites au niveau conjugal que les personnes dans la catégorie jeune. Voilà pour mon deuxième effet principal, qui lui est donc significatif, l'âge. Troisièmement, l'interaction. Est-ce qu'il y a une interaction entre l'âge et le sexe? Ici, non. Alors, une interaction, c'est quoi? Une interaction, c'est quand les courbes, les droites, ne sont pas parallèles. Au plus elles se croisent, ou au plus on pourrait avoir tendance à penser qu'elles vont se croiser si on continue le trait, et au plus on est généralement dans une interaction. On va voir d'autres cas. Passons au deuxième exemple. Même cas théorique, comme ça on ne s'embrouille pas. Donc ici, première question, est-ce que le genre a une influence sur la satisfaction conjugale? Alors, rebelote, j'ai ici mes femmes jeunes, j'ai ici mes femmes âgées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les femmes. Donc, ici, au milieu, je trace mon petit point. Et donc, ça, c'est la moyenne des femmes. Pareil pour les hommes, j'ai la moyenne des hommes jeunes, j'ai la moyenne des hommes âgés. Et la moyenne des hommes tout court, indépendamment de l'âge, elle est plus ou moins ici. Là, je vois que sur l'axe des Y, il y a quand même un écart assez important. Du coup, sur base du graphique, je peux plus ou moins conclure, enfin pas de manière certaine, mais je peux en tout cas supposer un effet significatif, donc un effet principal du sexe sur la satisfaction conjugale. Selon mon graphique, les hommes ont l'air d'être en moyenne significativement plus satisfaits de leur couple que les femmes. Donc effet principal du genre. Deuxième effet principal, l'âge, la catégorie d'âge. Alors de nouveau, j'ai ici mes hommes âgés et mes femmes âgées, mais moi ce qui m'intéresse, c'est la catégorie des personnes âgées indépendamment de leur sexe. Du coup, au milieu de ma ligne, je trace mon petit point, et là, j'ai donc l'air d'avoir la moyenne des personnes dans la catégorie âgée, indépendamment de leur sexe. Je fais la même chose pour les individus jeunes, indépendamment qu'ils soient hommes ou femmes, et donc là, j'ai plus ou moins la moyenne de mes jeunes. À nouveau, je vois ici que les personnes âgées, la catégorie âgée, ont l'air beaucoup plus satisfaits de leur couple que les personnes jeunes. Du coup, ici, je peux supposer également un effet principal de l'âge. Donc, effet principal du genre, effet principal de l'âge. Est-ce qu'il y a une interaction? Non, toujours pas. Pourquoi? Parce que les droites sont parfaitement parallèles. Troisième cas de figure. Alors, effet principal du genre. On peut le penser. Les femmes sont ici, les hommes sont là. L'écart est faible, mais on peut supposer qu'il y a un effet principal. De nouveau, on n'est pas dans l'absolu, dans l'affirmatif, on suppose. On peut supposer, en tout cas, il y a un écart, on peut supposer un effet principal du sexe sur la satisfaction conjugale. Par rapport à l'âge, de nouveau, on fait la même chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les personnes jeunes indépendamment du sexe. Donc, femmes jeunes sont là et hommes jeunes sont là. Eh bien, les jeunes sont plus ou moins là. Et femmes âgées et hommes âgés là. Du coup, les personnes âgées ont plus ou moins une moyenne autant. Là, je vois qu'il semble également y avoir une différence liée à l'âge. Du coup, j'en déduis quoi? J'en déduis qu'il y a probablement un effet principal lié à l'âge. Et enfin, est-ce qu'il y a une interaction? Oui, clairement. Là, nos lignes ne sont pas parallèles et vous voyez que, comme je vous disais, si on continue
dans la lancée, entre guillemets, elles vont se croiser. Ça, c'est typiquement, ça veut dire une interaction. Une interaction, c'est un petit peu compliqué à interpréter. Généralement, il faut s'y faire. Donc, une interaction, c'est quoi ? Une interaction, ça veut dire que pour comprendre un phénomène, il faut prendre en compte 2 variables. Et si c'est une interaction entre le genre et l'âge, eh bien, il faut prendre en compte ces 2 variables-là pour comprendre comment ça se passe. Alors, moi, ce que je recommande pour une interaction, c'est de ne pas regarder les moyennes que je me suis amusée à mettre ici, parce que ça, c'est pour l'effet principal de l'âge et ça, c'est pour l'effet principal du genre. Nous, ici, c'est plus les effets principaux qui nous intéressent. Ce que je propose, c'est de regarder là où les courbes sont le plus proches les unes des autres, donc au niveau de la femme. Voilà. Donc les 2 points ici, là où il y a les femmes jeunes et les femmes âgées, ça c'est important. Et quoi d'autre ? Eh bien là où les courbes sont les plus éloignées, voire là où elles se sont entièrement inversées. Une chose à la fois. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je regarde là où les groupes sont les plus proches et là où les groupes sont les plus éloignés. Bon, vous allez me dire, il y a 4 groupes, j'en regarde 4. Je vous rappelle qu'au plus on a de groupes et au plus c'est compliqué. Ici, par exemple, on a une ANOVA 2 x 3, donc ça veut dire qu'on a 6 groupes, vous voyez, donc là le petit rond à chaque fois c'est des groupes. Ici, pour l'interaction, dans le cas où elle est significative, ce qui n'est pas le cas, dans le cas où elle est significative, je regarderai les 2 groupes là, c'est là que les groupes sont les plus proches, et les 2 groupes là, c'est là où ils sont le plus éloignés. Parce que de nouveau, une interaction significative, on est facilement dans un ANOVA 3 x 4 où là on a 12 groupes, donc vous imaginez 12 points ici. Moi, ce que je vous recommande, en fait, c'est à chaque fois de ne parler que de 4 groupes. Là où les effets sont les plus marqués. Comme ça, vous ciblez vraiment les effets de l'interaction. Donc, on regarde là où les droites sont les plus proches et là où elles sont les plus éloignées, et on commente ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que chez la femme, l'âge n'a pas vraiment d'impact. En revanche, chez l'homme, on voit que les hommes âgés ont l'air d'être vachement plus satisfaits au niveau du couple que les hommes jeunes. Donc ça veut dire quoi, en d'autres mots ? Ça veut dire que l'âge ne joue pas le même rôle en fonction que l'individu soit un homme ou une femme. L'âge n'a quasiment aucun effet chez la femme, mais il a un effet très marqué chez l'homme. C'est ça l'interaction. Une interaction, c'est pas juste, il y a une différence entre homme et femme, il y a une différence entre jeune et âgé. Non, l'interaction, c'est une variable, ici l'âge, ne va pas influencer la satisfaction conjugale de la même manière, selon qu'on soit un homme ou une femme. Comme ça, en faisant ça, en disant ce que j'ai dit, j'ai parlé des 4 groupes. J'ai dit que chez la femme, il y a peu de différences liées à l'âge, donc qu'on soit jeune ou âgé, la satisfaction conjugale est grosso modo la même. Par contre, chez l'homme, les hommes âgés sont beaucoup plus satisfaits de leur couple que les jeunes. Voilà pour l'interaction, un premier exemple. Deuxième exemple. Enfin, c'est le 4e au total, mais bon. Alors, on recommence. Effet principal du genre. J'ai ici mes femmes âgées et femmes jeunes. La moyenne est plus ou moins là. J'ai ici mes hommes jeunes, hommes âgés. La moyenne est plus ou moins là. Je vois que la moyenne est plus ou moins au même niveau. Du coup, a priori, il n'y a pas d'effet principal lié au genre. Le genre n'a pas d'impact sur la satisfaction conjugale. L'âge. Ici, j'ai donc mes femmes jeunes et mes hommes jeunes. La moyenne de la catégorie jeune est donc plus ou moins là. Et ici, j'ai mes femmes âgées et mes hommes âgés. Du coup, la moyenne de la catégorie âgée est plus ou moins là. Du coup, ici, vous voyez que la moyenne des âgés et des jeunes est plus ou moins la même. Du coup, pas de différence dans la satisfaction conjugale, pas d'effet principal lié à l'âge. Par contre, on a quand même quelque chose qui se passe. Et ce qui se passe, c'est l'interaction. Ou donc là, vous voyez que dès que ça fait une croix, dès que ça se croise, c'est d'office une interaction.
Alors, comme je vous disais, quand on parle d'une interaction, on va parler de quoi? On va parler des groupes là où les groupes sont les plus éloignés et là où ils sont les plus proches. Bon. Ici, c'est pas super compliqué vu que, de nouveau, il n'y a que 4 groupes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans mes 4 groupes? De nouveau, une interaction, je dois parler de mes 2 variables, le sexe et l'âge. J'observe que les femmes jeunes sont beaucoup plus satisfaites de leur couple que les femmes âgées. Or, c'est l'inverse chez les hommes. Les hommes âgés sont beaucoup plus satisfaits que les hommes jeunes. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âge va complètement inverser le degré de satisfaction chez l'homme et chez la femme. Quand la femme vieillit, elle est de moins en moins satisfaite de son couple, alors que quand l'homme vieillit, il est de plus en plus satisfait de son couple. C'est ça l'interaction, dans ce cas-ci. Autre exemple. Effet principal du genre. La moyenne des femmes est plus ou moins là. La moyenne des hommes est plus ou moins là. Il y a une différence, donc on peut supposer un effet principal du genre. Les hommes sont plus satisfaits de leur couple que les femmes. Effet principal de l'âge. Alors on voit que les jeunes sont stables, donc la moyenne elle est plus ou moins au milieu, et que les âgés, hommes âgés, femmes âgées, la moyenne elle est plus ou moins là. On dirait que l'âge n'a pas d'influence sur le degré de satisfaction conjugale, du coup pas d'effet principal de l'âge. Par contre, de nouveau, ici on a clairement une interaction. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, de nouveau, la satisfaction conjugale dépend à la fois du genre et de l'âge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ici, les femmes jeunes sont moins satisfaites que les femmes âgées, mais les hommes jeunes sont plus satisfaits que les hommes âgés. On peut aussi formuler autrement en disant que les personnes âgées, hommes et femmes, ont un degré de satisfaction conjugale équivalent. Mais par contre, que les femmes jeunes sont moins satisfaites que quand elles sont âgées et que les hommes jeunes sont plus satisfaits que quand ils sont âgés. En fait, si vous voulez, c'est la même chose que ce qui se passait ici, mais présenté autrement. Voilà. Et alors, dernier exemple. De nouveau, est-ce qu'il y a un effet du genre? La moyenne des femmes, si on coupe entre les femmes âgées et les femmes jeunes, est ici. La moyenne des hommes est là. Il ne semble pas y avoir d'effet principal lié au genre. Qu'on soit un homme ou une femme, la satisfaction de couple est globalement équivalente. Par contre, il semblerait qu'il y ait un effet lié à l'âge, parce que les personnes âgées, hommes ou femmes, en moyenne, ont une satisfaction conjugale plus élevée que les jeunes femmes ou hommes. Donc on a un effet principal de l'âge. Et l'interaction, oui, on a une interaction, parce que de nouveau, là, ici, ça se croise presque. Et alors, quand on a une interaction, donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend donc les catégories les plus éloignées et les plus proches. Donc les plus proches, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe l'âge d'un homme, qu'il soit âgé ou qu'il soit jeune, la satisfaction conjugale demeure stable. Donc chez l'homme, chez l'homme, l'âge n'a pas d'impact sur la satisfaction conjugale. Or, chez la femme, il y a une énorme différence. La femme jeune est bien moins satisfaite de son couple que la femme âgée. Voilà de nouveau donc l'interaction, un dernier exemple. Et voilà, avec ceci donc se termine notre vidéo sur les ANOVA 2. Pour une ANOVA 3, écoutez, c'est la même chose, dans le sens où on rajoute une VI, mais rajouter une VI, ça veut dire rajouter quand même encore un degré de complexité,
Pourquoi? Parce que si on a 3 VI, on va avoir 7 hypothèses à tester. On va avoir 3 effets principaux, l'effet principal de la VI 1, de la VI 2 et de la VI 3. Mais on va également avoir 4 effets d'interaction. Interaction entre VI 1 et 2, interaction entre VI 1 et 3, interaction entre VI 2 et 3, et triple interaction entre VI 1, 2, 3. Donc pour une ANOVA 3, on va avoir 7 hypothèses à tester. Et du coup, à l'étape 3, l'étape 1 ne change pas. La vérification des conditions d'application, c'est vraiment la même chose, peu importe le degré de complexité de votre ANOVA. Le tableau de l'ANOVA, c'est juste qu'on rajoute des lignes, mais c'est pas beaucoup plus compliqué en soi. Et alors, par contre, pour l'étape 3, il faudra faire un test post-hoc pour chaque effet principal significatif. Et pour les interactions significatives, il faudra également regarder donc, les graphiques qu'on peut obtenir comme ici. Voilà, c'est tout pour l'ANOVA 2. À bientôt, au revoir.